Téléspectateurs de Monde TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Le plateau qui fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, internationale, s'il y en a. On essaie de regarder ce qui se passe à l'horizon et sur ce plateau, on le ramène avec des confrères journalistes ou des invités spécialistes de certaines questions. On fait un décryptage sur ce plateau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Cheikh Fantamadi Traoré. Il est économiste de formation, consultant, gérant associé du cabinet d'audit FIBA Africa Consulting. Monsieur Traoré, bonjour. Vous n'êtes pas un inconnu sur ce plateau. Bienvenue. Bonjour Madame Fadima, bonjour Monsieur Tingini, bonjour. Je suis très heureux d'être à nouveau sur le plateau de Mandé TV, envie d'échanger sur les points les plus importants de l'actualité de notre pays. Effectivement. Et donc je salue les téléspectateurs de Mandé TV et tout le public malien pour quand même leur fidélité à notre télévision. Merci. Merci beaucoup de votre disponibilité sans faille, vraiment. Il va nous éclairer, M. Cheikh Fantamadi, sur les questions économiques. Ça fera partie de nos sujets aujourd'hui. Deuxième invité, confrère sur ce plateau, que vous connaissez très bien. Il s'agit de Moussa Tembine, journaliste chroniqueur à Joliba TV News. Moussa, ça va? Oui, ça va, un peu. Ça tient un petit peu? Oui, ça tient. Malgré la grippe, ça va. Petite grippe qui vous fatigue. Oui, bon, ça a été quand même un plaisir encore qu'on puisse se retrouver, surtout avec les doyens auxquels nous apprenons tous les jours. Ouais. C'est ravi aussi d'avoir des hauts cadres comme ça sur le plateau à travers leur analyse, pouvoir écouter et apprendre beaucoup de ce pays-là. Donc vraiment, c'est encore un plaisir d'être sur ce plateau et surtout pour vous aussi votre disponibilité, pour votre courage, parce qu'en ce moment, c'est très difficile quand même de tenir le rendez-vous au même moment avec ces pénuries de carburant, mais vous essayez quand même de tenir. Et aussi encore votre fidélité à travers les confrères. Comme je l'ai dit, je ne cesserai de le dire. Malgré les difficultés, vous avez toujours été à côté de Joliba, comme nous, jusqu'à ce que nous reprenons. Donc nous cesserons vraiment de vous remercier pour ces gestes-là. Merci beaucoup, cher confrère. Merci, M. Timène. Je suis très honoré par votre appréciation. Merci. Merci vraiment, Cheikh Fantamadi, Monsieur Cheikh Fantamadi Traoré vraiment est un haut cadre qui a servi le Mali et qui a servi le Mali même au-delà du Mali, et il reste toujours assez disponible pour pouvoir nous donner des éclairages ici sur le plateau de Mandé TV comme d'autres plateaux, voilà, des autres confrères simplement. Téléspectateurs de Mandé TV, on aura comme sujet évidemment l'inauguration de la deuxième mine de lithium à Bougouni qui a eu lieu en début de semaine. En deuxième sujet, nous aurons la pénurie de carburant. Voilà, on va en parler ici sur ce plateau. Et troisième sujet, dernier, en économie, on essaiera de savoir quel impact aujourd'hui sur l'économie des crises énergétiques et du carburant. Sans plus tarder, nous allons prendre notre premier sujet. Voilà, on a vu le président de la transition, le général Assimi Goïta, le 3 novembre dernier, dans la zone de Bougouni. On aimerait savoir un petit peu de quoi il s'agit et surtout de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il a pu expliquer aux citoyens. Voilà, il a eu un discours. On va faire un décryptage de ce discours sur ce plateau. Moussa, de quoi s'agit-il de cette deuxième mine inaugurée par le chef de la transition? Oui, comme vous l'avez dit, le chef d'État déjà avait inauguré une première usine à Bougouni de lithium. Et cette fois encore, il sera à Bougouni pour encore l'inauguration de la deuxième usine qui est quand même une usine qui est très, très importante pour l'économie malienne. Comme le président l'a dit, je pense qu'après cette exploitation de lithium, le Mali se place soit en première position en Afrique, je crois, d'exportation de lithium. Donc, il a montré la nécessité quand même de cette usine-là, surtout l'emploi, la créativité de l'emploi que cette usine-là va créer, le nombre de Maliens qui vont travailler dans cette usine-là. Et puis, encore, il a parlé de l'apport même de l'usine dans l'économie du Mali, parce que surtout, il a parlé de l'économie, la caisse du Mali quand même aura un peu d'argent dans cette affaire-là. Et
surtout aussi le développement local, il a mis ça. Parce que si vous voyez ces gens qui créent ces usines-là dans ces localités, donc ça veut dire que ces localités sont en proie de développement sur le plan infrastructure, sur le plan éducation et même sur le plan de l'employabilité. Donc il a montré cette nécessité-là de cette usine-là. Donc je pense que c'était juste... nous allons dire que cette usine est venue en point nommé, comme nous l'avons dit, et puis nous verrons la suite. D'ici là, qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que réellement les attentes des Maliens quand même, bénéficieront vraiment de cette usine-là? Est-ce que l'État malien, comme on l'a dit, bénéficiera vraiment de cette usine-là? Mais à savoir que le déplacement du président, moi je le mets dans plusieurs contextes aussi, Fadima, puisque nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, le Mali est confronté quand même à une situation sécuritaire. Donc au moment où aujourd'hui les chancelleries, les différentes ambassades appellent les ressortissants à quitter le Mali et que le président arrive à faire quand même un déplacement dans une région, donc ce qui montre quand même que peut-être ce qui se dit, ce n'est pas aussi que ça. Puisque si le président et tous les membres du gouvernement, à part le Premier ministre, je crois, presque tous les staffs du gouvernement étaient là-bas, le président du CNT était là-bas, il y a d'autres autorités qui étaient là-bas. Donc c'est un message fort aussi qu'il peut lancer à travers ce déplacement-là pour montrer que malgré la situation sécuritaire alarmante que les autres sont en train de dire, ce n'est pas aussi grave que ça. Donc moi je retiens ça. Et il y a un deuxième axe aussi, comme vous l'avez dit dans le discours, parce que le président aussi a essayé vraiment de rassurer, la population face à la montée, comme nous le disons, de l'insécurité surtout produite par ces mouvements terroristes-là. Parce que dans le discours, il a dit, ces mouvements terroristes-là cherchent à semer la terreur et que la population doit y faire face, de ne pas avoir peur vraiment de ces terroristes-là, parce que leur objectif, c'est de terroriser la population. Bon, là, beaucoup de gens se sont posé des questions. Bon, des gens en armes et celui qui est sans défense, quand on te dit, bon, de ne pas avoir peur, mais de faire face, là, c'est un peu compliqué. Bon, pour d'autres personnes, peut-être le message qu'il a voulu faire passer, les gens n'ont pas beaucoup, parce que ça fait beaucoup de tollé sur les réseaux. Et le deuxième aspect de son discours aussi, qui a suscité beaucoup de débats, c'est par rapport aussi, comme vous l'avez dit, à cette pénurie de carburant, peut-être que nous allons en venir. Là, il a dit, bon, c'est vrai, et le carburant, le peu qui rentre, si tu arrives à avoir le peu, il faut essayer aujourd'hui de limiter les mouvements, en fait. C'est-à-dire que si tu sortais 3 ou 4 fois par jour, tu as le temps de voir maintenant quels sont les actes prioritaires que tu dois faire, tu fais, et le reste, tu essaies d'économiser. Bon. Pour d'autres personnes, cette analyse-là se fait. Maintenant, pour d'autres, cet aspect, c'est-à-dire venant du président, pour certains, ça veut dire que jusqu'à présent, c'est cette crise énergétique, les autorités ont la solution définitive par rapport à ça, puisque nous savons que déjà les cours ont été suspendus pour le lundi. Bon, en voyant ce genre de discours, les gens se demandent est-ce que d'ici là, même les gens seront en mesure de reprendre vraiment les cours. Donc voilà les grandes lignes, et je pense qu'une fois de plus, ce déplacement, il fallait le faire, non seulement pour rassurer les partenaires, pour dire que voilà, la situation sécuritaire qui est là, ça veut dire qu'on peut se déplacer, puisque, je vous l'ai dit encore... Mais quand même, quelque part, les gens ont souligné son déplacement qui ne s'est pas fait par la route. Hein. Oui, c'est ce que je disais. Forcément, elle est plus sécurisée. Oui, c'est ce que je disais. Je dis ça dépend, parce que tu sais, l'État a son appareil. Parce que l'État a des données peut-être que nous n'avons pas. Peut-être, vu le calendrier, est-ce que s'il quittait ici le matin aussi pour aller à Bougouni pour dire qu'il va aller inaugurer cette usine-là, est-ce qu'il allait arriver à temps? Donc il y a plusieurs schémas. Si ça trouvait que le président partait dormir, bon, vous savez aujourd'hui, si le président doit se déplacer pour aller dormir dans une, il faut que les infrastructures qui sont là-bas soient adéquates pour accueillir le président et les membres du gouvernement. Donc il y a tout cet aspect-là. Donc sinon, si ça tenait que moi, peut-être, je l'ai dit, comme en tant que Malien Nanda, c'est dit c'était mieux que le président aille à Bougouni, c'est à peu près moins de 200 km. Bougouni, Bamako ne vaut pas Bamako-Ségou. Donc le président pouvait aller par la route. Là, il y avait notre image, c'est-à-dire la communication, ça allait donner encore plus d'ampleur pour dire, bon, malgré que ça se prenait que le GNU est en train d'encercler Bamako, le président a pu faire le déplacement de Bamako à Bougouni à véhicule et revenir. Mais comme je l'ai dit une fois de plus, l'État est fort, l'État a ses appareils, et c'est l'État qui a les données peut-être que nous n'avons pas. Donc, on ne peut pas juger peut-être pourquoi il est parti par avion ou bien pourquoi il n'est pas allé par la voie terrestre. Donc, sinon, pour moi, il fallait aller par la voie terrestre. Ça, c'est selon moi mon avis. Là, ça l'a donné encore plus d'ampleur à la chose. Parce que le fait d'aller par l'avion, et puis bon, c'est comme la communication, vous avez vu, ça seulement que duré quelques secondes avec les images que les gens ont vues. Mais si, par contre, s'il était parti par la voie terrestre, peut-être jusqu'à présent, nous en parlerons de la visite et de l'immigration. Ça aurait fait un peu plus de trucs.
Monsieur Cheikh Fatamadi Traoré, votre avis sur l'inauguration ou peut-être vos attentes aussi en même temps, hein? Ok. Merci Fadima. Je pense que M. Timine a pratiquement brossé le sujet, tous les contours quand même, avec tout ce qu'on peut tirer comme enseignement suite effectivement à cette opération d'inauguration effectivement de cette unité industrielle. Personnellement, moi je pense que au-delà même de l'acte d'inauguration, c'est plutôt, comme on peut tirer comme un enseignement, une communication en direction de l'opinion publique nationale et internationale. D'abord, il faut voir le contexte dans lequel nous vivons. Sinon, rien n'empêchait effectivement, compte tenu de la situation d'insécurité, de reporter effectivement cet événement. Mais comme vous le savez, vous savez que Boukouni fait partie effectivement de la région centre-sud du Mali. Donc sur l'axe Bamako-Abidjan. C'est la route qu'emprunte la route nationale 7, qu'emprunte effectivement le système de transport d'hydrocarbures. Donc c'est une zone quand même très fréquentée par les terroristes. Donc le chef de l'État pouvait, pour des raisons de sécurité, demander ne serait-ce que de reporter, ne serait-ce que cet événement en attendant. Bon, comme il a dit effectivement, ils ont des informations, les autorités. Et moi je pense que le chef de l'État, en acceptant d'aller à cette période, quels que soient les moyens de transport, parce que moi je me dis, le fait d'aller par hélicoptère, je mets ça dans le cadre tout simplement du calendrier. Sinon l'essentiel, le plus important effectivement du cortège est aller par voie terrestre. Il y avait le président du CNT, les ministres et tous les autres, ils sont tous allés par la route. Donc c'est pour vous dire que je pense que particulièrement pour le cas du président, c'est mon point de vue, je pense que aller à l'hélicoptère parce qu'il y avait d'autres engagements également. Donc ceci étant, je pense que comme vous le savez, certaines représentations diplomatiques et certains organismes avaient peut-être même invité leurs ressortissants quand même à quitter le pays. Donc, et nous-mêmes, nous avons quand même certains de nos amis qui sont à l'extérieur, et même nos parents étaient tellement inquiets qu'ils pensaient que le Mali était vraiment pris en otage. Donc, comment dans ce contexte-là, le chef de l'État peut accepter d'aller inaugurer sur cet axe, effectivement, une unité industrielle. Donc, c'est une communication à l'endroit, effectivement, de ces institutions, de ces organismes, de ces représentants diplomatiques, qu'il n'en est rien, en fait. Donc, il est parti avec toute sa délégation. Ils ont procédé à l'inauguration de l'usine. Bon. Donc, c'est ce qui veut dire que le temps étant l'autre nom de Dieu, nous avons sans doute constaté que ces mêmes représentations diplomatiques ont fait de communication, notamment l'ambassade des États-Unis et de l'Allemagne, pour quand même féliciter les forces armées maliennes, compte tenu de leur professionnalisme, qui ont pu circonscrire effectivement tous ces terroristes-là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas péril en la demeure. Bon, tout cela, moi, je pense que participe d'une stratégie, comme on le dit, quand même d'effrayer les populations, peut-être que de créer une situation d'insécurité au niveau du pays, au niveau des populations, pour rendre le pays un peu ingouvernable. Bon, moi, je pense que l'État nous a donné raison et il n'en est rien. Bon. Donc, c'est un événement heureux parce que, comme il a dit, effectivement, cette usine-là place le Mali en première position au niveau de l'Afrique. Le lithium est un produit stratégique, un minerai stratégique. Donc, le Mali sera le premier producteur en Afrique. Et avec 500 emplois directs, également à peu près 800 emplois indirects. Mais il a insisté sur un point qui est le plus important pour moi. Je pense qu'il est temps maintenant que nos autorités, de plus en plus, mettent l'accent sur les impacts
de toutes ces unités industrielles sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut que les ressortissants, les localités dans lesquelles on fait ces exploitations soient les premiers bénéficiaires. Donc, je fais allusion à Bougouni. Il faut que la jeunesse de Bougouni, les ressortissants de Bougouni, qu'on donne la priorité effectivement à ces jeunes de pouvoir travailler dans ces unités industrielles. Il y a ce qu'on appelle également les effets induits, tels que d'autres travaux qui concourent vraiment à l'exploitation, à savoir les petits métiers tout autour effectivement de la mine. Donc on sent réellement un impact. C'est en cela effectivement que ce sera quand même bénéfique pour le Mali et pour l'ensemble effectivement des populations. Bon. Donc je pense que c'est une bonne chose et que moi je le place contrairement à ce que les gens pensent, parce que c'est un processus qui avait été enclenché même avant effectivement ce régime actuel, contrairement à ce que les gens pensent. C'est un projet qui a été initié avant par les précédents gouvernements. Donc l'État, c'est une continuité. Il faut que les gens soient conscients de cela. Après ceux qui sont là, ce sera d'autres Maliens, mais l'État demeure toujours. Donc nous devons être ensemble dans un concert d'harmonie, afin que le pays demeure stable et que nous puissions quand même vivre, quand même, ne serait-ce que des produits effectivement de ces exploitations. En tout cas, je salue l'initiative du gouvernement dans ce sens-là. D'accord, Monsieur Traoré. Par rapport au discours, on a essayé d'approcher quand même quelques spécialistes. Évidemment, la communication ressort toujours et les gens se sont dit, en tout cas, est-ce que... parce que le discours du président, on peut le qualifier en deux temps. Il y a eu un premier temps où c'était, on va dire, un état des lieux, voilà, sur l'économie, sur les chiffres engendrés. Et la deuxième partie faisait attrait à la pénurie. Est-ce que dans le premier temps, les gens se sont dit, est-ce que c'était là le moment où le rôle du président de la transition de faire cet état? Pourquoi le Premier ministre n'a pas eu à le faire lors d'une certaine sortie où il rend public certains chiffres? Est-ce que aussi, pendant cette période, les Maliens vont retenir, parce que inauguration et faire une situation d'état, des chiffres et donner tout cela, est-ce que c'était bien de les mettre ensemble en cette période? Oui, Fadima, si vous constatez, généralement le président, il parle peu. Merci. Il parle très peu, surtout sur les grandes questions de la nation. Il reste mieux. Parfois, les gens se demandent pourquoi les Maliens sont en train de subir tout ça et que le président ne parle pas. Mais vous verrez que c'est à chaque grand événement où il préside, en ce moment, il profite pour donner des pistes. Je vous donne le cas de l'inauguration du stade de Sigasso. Là où il a parlé de la digitalisation de la police, où ça fait beaucoup de tollé, où il dit désormais tout sera digitalisé. C'était là-bas. Quand vous partez à Caille, c'était la même chose. Vous prenez l'inauguration du stade de Koulikoro, c'était la même chose. Donc c'est pour vous dire que le président, généralement, il parle peu. Et quand il a l'occasion, sensiblement, il coupe les choses. Et vous vous rappelez même quand il a fait la visite au niveau de la Russie ou de la Chine, c'était la même chose quand il les a rencontrés. Donc, il parle peu. Lorsque cette pénurie a commencé, les gens se sont dit, bon, c'est le Premier ministre qui est au four au monnaie, c'est lui qui rencontre les opérateurs économiques, c'est lui qui rencontre les chauffeurs, c'est lui qui rencontre tel. Mais le président, on ne l'entend pas, on ne le sent pas. Donc je pense que pour lui, c'était le moment approprié de profiter, comme d'habitude, de l'inauguration. D'abord, comme vous l'avez dit, c'est de parler de cette usine-là, des bienfaits qu'ils vont acquérir, de tout ce que le gouvernement il va avoir. Et c'était encore le moment de pouvoir faire quand même le bilan sécuritaire, puisqu'il est dans un endroit qui est encore plus menacé, comme le doyen vient de le dire, parce que l'axe, aujourd'hui, Sikasso et Bamako, c'est là où reviennent nos citernes, et à plusieurs reprises, c'est là-bas où les combats sont violents par rapport à la sécurisation de ces citernes-là. Donc, c'était le moment pour lui peut-être de faire le bilan, et de montrer, comme le doyen l'a dit,
malgré que les chancelleries, les ambassades demandent à leurs ressortissants de ne pas aller hors de Bamako, qui ne peuvent pas assurer leur sécurité, le président est là-bas. Donc c'était pour lui le moment vraiment de faire le bilan et de rassurer la population. Bon, mais peut-être comment faire, ou bien peut-être comme, vous savez, c'est un militaire, le langage militaire est différent peut-être du langage politique. Parce que le politique, quand il veut s'exprimer, il a peut-être des mots, des trucs à le faire. Bon, le militaire, lui, il est franc, il est direct, il dit ce qu'il pense, parce que c'est ça le commandement. En tant que chef de commandement, donc, il s'est exprimé. Et c'est là où, à chaque sortie, les gens l'interprètent. Parce que vous l'avez dit, tout de suite, il a dit, bon, les terroristes, leur objectif, c'est de terroriser la population. Et ça, nous le savons, parce que toutes les actions qu'ils font, c'est pour terroriser la population. Quand vous venez dans un village, vous incendiez les greniers, vous tuez les femmes, vous tuez les enfants, mais celui qui arrive à s'échapper là, mais lui, il ne va plus avoir le courage de les affronter. Parce que lui, il a vu, il a vécu. Donc c'est ça l'esprit en fait. Bon, maintenant, pour autre chose encore, quand vous voyez le blocus, pourquoi asphyxier l'économie? Moi, pour les terroristes, c'est quand même de fragiliser la capitale et faire tomber le régime. Malgré que quand même la population est résiliente, c'est vrai, depuis l'arrivée de cette transition, les Maliens s'adaptent à quelle que soit la situation, les Maliens arrivent à s'adapter. Donc pour lui, c'était un message pour dire aux gens de ne pas avoir peur de ces terroristes-là et que leur idée, c'est vraiment de terroriser la population, c'est de faire peur à la population et de les faire retourner contre le gouvernement, contre les dirigeants. Mais là, c'est là où la question se pose, parce que quelqu'un qui a main nue, qui n'a pas d'armes, qui est sans défense, quand tu lui dis de ne pas avoir peur de celui qui a les armes, qui vient avec des armes, qui voit ce qui se passe, mais là, il y a un problème. Parce que je ne sais pas par quel moyen cette personne-là aura quand même ce courage-là de faire face à quelqu'un qui est armé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand tu parles aussi peut-être de rationaliser un peu le carburant, oui, parce que pour d'autres personnes, il est le chef d'État, il pouvait rassurer pour nous dire, bon, en ce moment difficile, nous savons le carburant, il est difficile de l'acquérir, parce que là où les gens se demandent, cette pénurie n'est pas due quand même à l'importation. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème là où nous prenons le carburant, mais seulement c'est un problème interne dont le blocus est maintenu par les génies. Bon, pour certaines personnes, il fallait rassurer, peut-être en disant que l'État est en train de mettre en œuvre tous les moyens pour que vraiment ce cauchemar-là, nous ne la revivons plus. Mais quand le chef d'État te dit tout de suite, ah, le carburant, il est difficile de l'avoir. Bon, le peu que tu as, si tu faisais la course pendant 5 fois la journée, maintenant c'est à toi de rationaliser ce que tu as, parce que demain, tu ne sais pas qu'est-ce qui va en découdre. Donc ça veut dire pour d'autres, est-ce que ce message-là ne montre pas qu'aujourd'hui, l'espoir n'est pas permis? C'est ce que beaucoup se posent des questions en fait. Est-ce que ce que le président vient de dire, est-ce que l'espoir est permis pour demain? Est-ce que cette situation, nous allons sortir de ça très bientôt? Donc c'est cette question que beaucoup de gens se posent. Peut-être le président l'a dit juste pour que les gens puissent quand même rationaliser un peu ce qu'ils ont, le temps que d'autres convois rentrent pour ravitailler. Donc le discours a pris un sens. Bon, c'est lui qui peut peut-être éclaircir dans quel sens il a adopté. Mais immédiatement, la réflexion quand même au sein des populations, c'est ce que les gens te disent. Parce qu'en tant que chef de famille, tu viens, tu dis, bon, je vous ai envoyé un sac de riz aujourd'hui. Et voilà. Donc si madame faisait 1,5 kg, donc dites-la de faire le quart, parce qu'on ne sait pas. Si ça finit, quand est-ce qu'on va? Donc, les membres de la famille se posent la question, est-ce que prochainement nous aurons même ce carburant? Est-ce que la famille va sortir vraiment de ce problème-là? Donc, voilà le discours. Moi, je pense que c'était ça. Surtout, le discours était bon, il était alloquant, mais ces 2 points, c'est ce qui a amené un peu d'inquiétude, surtout venant des chefs d'État. D'accord. Monsieur Traoré, vous aussi, vous avez eu une inquiétude par rapport à cet aspect-là. Est-ce que vous l'avez trouvé positif aussi ou bien? Merci, Fadima. Je pense que le jeune frère, quand même, après cette analyse vraiment pertinente, parce que je crois que tout ce que je pourrais dire, tout simplement abonder dans le même sens, parce que vous êtes des spécialistes en communication. Moi, je trouve que, comme il a dit, effectivement, c'est quelqu'un qui parle peu. Et donc, à chaque occasion, donc, il essaye quand même de répondre à toutes les préoccupations, effectivement, des Maliens. Donc, c'est ce qui fait que tout et chacun doit pouvoir trouver une réponse par rapport effectivement à ses préoccupations. Et très souvent, vous allez constater que comment est-ce que pour l'inauguration d'une usine, il sort de ces cadres, il parle d'autres questions, et ainsi de suite. Tout simplement, effectivement, et
le reproche qu'on fait généralement du président, du chef de l'État, généralement, les gens pensent qu'il ne parle pas beaucoup. Voilà. Et à l'opposé, même si vous comparez avec le chef de l'État du Burkina, donc il parle beaucoup, ainsi de suite. Donc Assimi, le président Assimi, les gens pensent qu'il ne parle pas beaucoup, ce qui est le cas. Et donc, il saisit chaque occasion pour essayer de répondre à toutes ces préoccupations. Et je pense que, bon, vous, en tant qu'expert de communication, vous êtes à même de pouvoir apprécier ça. Moi, en tant que citoyen lambda, je trouve que c'est une bonne manière. Moi, je trouve, parce que moi, je suis tout le discours et je relis encore, ensuite j'ai écouté encore, et je trouve que peut-être que je ne suis pas satisfait sur certains points, mais je pense qu'il a touché toutes les questions auxquelles nous sommes confrontés actuellement. Bon, peut-être que c'est aussi une technique de communication, comme je me dis que quelque part, il a des spécialistes qui sont à côté de lui, qui lui conseillent comment il faut faire. Voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cela. D'accord, par rapport à son discours, est-ce que vous trouvez qu'il a vraiment répondu? Parce que aussi, c'est vrai que vous l'avez dit, hein, il parle peu, quand il sort, c'est pour dire certains points. Mais il a fait une partie du discours à plutôt donner des pistes de comment il faut, dans un temps, gérer. Mais est-ce que les Maliens n'avaient pas aussi cette attente de, pour une fois qu'il parle, il nous rassure que la situation, elle est maîtrisée? Oui, peut-être c'est cette phrase aussi qui aurait peut-être rassuré davantage les Maliens, parce que jusque-là, on remarque que le flux n'est pas encore totalement absorbé au niveau des stations. Oui, vous savez, Fadima, comme je vous l'ai dit, il faut comprendre notre président en fait. C'est un militaire, il n'est pas politique. À la place du président, quand vous aurez mis un politique, c'est ce que je vous dis, il y aura les mots pour rassurer la population. Même si l'inquiétude est là, c'est quand même un politique, il aura quand même les mots pour assurer comme quoi que vraiment l'État suit vraiment avec attention cette souffrance que les Maliens sont en train de vivre de jour au jour et que l'État est en train de mettre tout en œuvre pour que dans un bref délai, le flux puisse couler encore dans les pompes et puis surtout moi ce que j'aurais voulu, puisqu'il a dit, lui-même le président l'a dit, le flux vient dans le sang parce que ce sont des chauffeurs qui meurent et il a même parlé de la spéculation de ces flux-là, comment les gens sont en train de spéculer autour de ça. Il en a évoqué toutes ces questions-là. Mais moi, essentiellement, c'était de rassurer, comme vous l'avez dit, mais il faut comprendre que c'était un militaire, il parle franc, comme on le dit, comme quelqu'un qui est dans un commandement. Mais un politique aurait eu quand même le mot exact, comme l'ancien Premier ministre a eu le mot exact comme la France, en employant le mot abandon en plein vol qui a fait des tollés. Mais quand vous regardez, ce sont des mots termes politiques. Non seulement c'est ce qui touche directement le cœur sans pouvoir créer beaucoup de polémiques en fait. Donc je pense que sur cette affaire-là, il faut que nous comprenions à chaque fois quand le président sort, il n'est pas politique, il est militaire et nous sommes obligés de faire en tant que tel. Et là aussi, moi je me dis, à un moment je me dis c'est vrai, mais là ça me rassure. Ça me rassure, ça me permet quand même de savoir qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation, nous sommes dans une impasse où chacun doit pouvoir vraiment économiser le peu de carburant, chacun doit pouvoir faire avec le temps qu'on y voit clair. Donc c'est le message qu'il veut éjecter. Au lieu de rassurer, il nous dit la vérité. Bon, écoutez, nous sommes sensibles, nous savons que vous souffrez, mais pour le moment nous sommes en train de mettre en œuvre, mais nous ne savons pas quand est-ce que nous allons sortir de ça. Donc le peu que vous avez économisé pour ne pas encore tomber encore dans les difficultés. Donc je pense que non seulement c'est vrai, le message d'autres peut le quitter en tant que le président, mais c'est un message aussi qui nous donne des pistes de solutions pour dire que nous traversons une crise. C'est vrai, l'État est en train de mettre tout en œuvre pour que nous puissions sortir, mais faites attention avec le peu que vous avez pour que encore vous ne puissiez pas tomber encore dans les nombreux files d'attente. D'accord, merci beaucoup Moussa. On va aller à notre deuxième sujet, voilà, sans transition. On se retrouve sur le sujet de la pénurie du carburant. Voilà, on remarque depuis quelques semaines des longues files d'attente, des sorties des Maliens qui se retrouvent dans cette situation et surtout que par la suite, on aura une idée de l'impact. Mais avant cela, par rapport à cette pénurie de carburant, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui retenir et surtout peut-être comment faire
avoir des idées assez claires pour sortir de cette crise. Moussa, la pénurie de carburant, vous avez quand même parcouru les stations de Bamako, parce qu'on en parlait juste avant de monter sur ce terrain. Le constat sur le terrain surtout, quel a été le constat aujourd'hui? Fadima, en toute réalité, il faut le dire, c'est vrai que peut-être on peut saluer les efforts de l'État, mais il y a certaines personnes aussi qui sont en train de compliquer cette affaire de carburant. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai, peut-être des fois, nous les journalistes, on nous voit à la télé, on a des privilèges. Parfois, tu arrives dans les stations Total, tu discutes, on peut te dire, bon voilà, c'est un journaliste, laissez-le prendre du carburant pour qu'il puisse aller, parce que ce sont eux qui font le reportage. Mais j'ai eu quand même l'indemnité de dire de faire la file d'attente, comme je l'ai dit. Je l'ai fait à 2 reprises. On m'a proposé, non, terminez bien, vous êtes des journalistes, on vous connaît, venez, on va vous donner du carburant. J'ai dit, non, je fais la queue comme toutes les Maliens pour comprendre vraiment ce qui se passe dans les différentes stations. Une fois j'ai fait la queue, je devais rentrer, aller prendre le carburant, on me dit le carburant est terminé. J'ai fait la queue de 6h à 14h. 15h, 15h30, le tour arrivé, je rentre avec le chauffeur à la pompe, on me dit le carburant bana. J'ai dit, ouais, ça c'est un parcours de combattant. Je quitte cette station, je vais dans une autre station où il y a la queue, on fait la queue. À 2h du matin, on nous dit que la pompe a lâché. On est obligé de dormir là-bas jusqu'au matin, dimanche. À 8h, 9h, il n'y a pas de solution. On m'appelle encore, on me dit, bon, il y a du flux qui descend dans une autre station encore, je cours, je pars là-bas. Donc c'est jusqu'à 15h encore que je trouve du carburant. Donc vous voyez ce parcours-là. Mais vous dire que parfois c'est le Malien même qui est difficile à gérer en fait. Le peu qu'on a, mais il faut comprendre aussi, il faut que les gens comprennent que tout, parce qu'on a l'habitude d'entendre qu'il y a 1200 citernes qui sont rentrées, il y a 300 citernes qui sont rentrées, mais les gens ne se demandent pas. Tous ces citernes qui rentrent là, est-ce que ces citernes portent seulement du carburant? Parce qu'aujourd'hui, nous importons du kérosène. Il y a du gaz butane, il y a du gasoil. Donc, ça veut dire, tous ces citernes qui rentrent, il y a un peu de ces liquides-là. Maintenant, c'est à savoir combien de citernes d'essence sont rentrées, combien de citernes de gasoil sont rentrées, combien de citernes de kérosène sont là-dedans. Donc, tant qu'on n'a pas ce calcul-là, ce n'est pas parce qu'on a vu 1300, 1200 citernes qu'il y a de l'essence. Ça, c'est un. De deux, quand ces véhicules-là rentrent dans les dispatching, j'ai eu à discuter aussi avec les pompistes. Parfois, les gens voient les citernes rentrer, pensent que c'est toutes les citernes qui sont déchargées dans les stations. Alors que vous verrez, parfois, il y a des stations qui ont seulement que 9000 litres de carburant dans les cuves. Rares ceux qui prennent toutes les citernes. Donc, parfois, vous verrez, si un citerne, on peut décharger dans 2 ou 3 stations. C'est-à-dire 3 compartiments pour 3 stations. Ce qui fait 9000 litres ou la plupart 11 000 litres. Bon, si vous prenez 9000 litres, avant les gens ne consommaient pas trop parce que pour moi, je dois aller faire mes courses, je prends 1000 francs de carburant. Je fais mes courses, le soir, je rentre à la maison, je prends 1000 francs. Mais avec la crise, ça veut dire que la consommation, elle a triplé. Pour celui qui prenait 1000 francs maintenant, est obligé de faire le plein pour qu'il ne puisse pas s'arrêter. Il y a cet aspect-là. Donc, ce qui fait que si les 9000 litres pouvaient faire 2 jours, si la vente est enchaînée de 6 heures au plus tard 15 heures, vous verrez que les 9000 litres ont fini parce que il y a d'autres, ça dépend des capacités des véhicules. Il y a d'autres véhicules qui peuvent prendre 80 litres, il y a d'autres qui peuvent prendre jusqu'à 100 litres. Donc, il y a cet aspect-là. Après cet aspect aussi, il y a un autre aspect qui était la spéculation en fait. Parce que d'autres aussi ont profité de cette crise-là. Comme on le dit, le Malien, nous aimons parler de souveraineté, de patriotisme. En vrai, le Malien est très difficile à gérer. Il y a d'autres qui profitent de la crise. D'autres ne veulent même pas que cette crise-là finisse. Ils entretiennent la crise. Parce qu'ils partent, ils prennent le carburant non seulement à la pompe au prix initial, comme l'État n'a jamais voulu que le prix augmente, ou à 775 à la pompe de 20 litres. Vous verrez que les 20 litres font 15 500. Tu prends ça à 15 500 à la pompe et tu vas vendre ce bidon à 30, 60, parfois même à 100 000 francs le bidon. Parce que les gens aussi l'achètent parce qu'ils sont dans le besoin. Et c'est là où je dis, le rôle de la population, c'est là où nous devons jouer. Quelqu'un ne peut pas aller prendre le carburant à 15 500 à la pompe et venir te le vendre à 60 000 que tu vas l'acheter. Tu prends le carburant, tu ramènes ça dans ton véhicule et tu le donnes soit 15 500 ou 16 000. S'il n'est pas d'accord, tu appelles les autorités. Parce qu'il n'a pas pris à ce prix. Et je pense que c'est à cela, il faut que la sensibilisation maintenant revienne sur ça. Tant que la sensibilisation ne revient pas sur ça et que les gens continuent à acheter, la crise, elle va continuer. Donc il y a cet aspect. Donc, ce qui fait que les gens ne comprennent pas à chaque fois que le pompier se dit que le carburant est fini. Les gens, non, le citerne vient tout. Alors que
les citernes sont partagées entre 2 ou 3 stations parfois. Donc, ce qui rend un peu difficile cette crise-là. Bon, il y a d'autres aussi, le fait que l'État a pris aussi des engagements pour dire que de ne pas mettre le carburant quand même dans les récipients sans autorisation. Là aussi, c'est pas sans conséquence. Pourquoi je l'ai dit? Vous verrez qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes, des personnes âgées qui sont là, qui ont des véhicules qui sont à la maison, qui ne peuvent même pas prendre les véhicules là pour l'amener devant les stations-service. Et là, on te dit, bon, pour que tu puisses avoir le carburant dans les récipients, il faut envoyer une autorisation. Et l'autorisation aussi est dossée sur quelque chose. Par exemple, pour les gens, on te demande pour l'autorisation d'envoyer le NIF, le registre de commerce et tant. Mais pour quelqu'un aujourd'hui... Beaucoup de documents. Bon, maintenant, pour quelqu'un aujourd'hui qui a juste besoin peut-être de 10 litres ou bien 20 litres, juste dépanner son véhicule pour venir devant la station, comment il va faire? Donc, je pense que la mesure, elle est bonne. Mais je pense qu'il fallait encore voir, c'est-à-dire, même servir quelqu'un dans un récipient, à défaut de ne pas avoir quand même le document qui l'autorise, il faut qu'il y ait quand même une pièce justificative qui montre réellement le flux qu'il va prendre, effectivement, c'est destiné à ces fins-là. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là qui est là. Maintenant, il y a l'autre aspect aussi qui est là. Ça, c'était les forces de défense et de sécurité. Certains qui venaient, qui créaient vraiment la pagaille dans les stations. Je pense que là aussi, le gouvernement, surtout le chef d'état-major, a eu une solution à ça en désignant quand même ces gens-là d'aller vraiment à les stations et de ne plus se mêler vraiment des stations où les paisibles citoyens par ces ravitaillements. Même cela aussi, ça cause problème. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été à une station à Tchabani, où le matin, le commissaire est venu. Ça trouvait que moi, mon véhicule de service, je n'avais pas de carburant dedans. J'avais un bidon G4 qui est même adapté à prendre de l'essence. Je suis allé voir le gérant, j'ai dit, bon, j'ai ce problème-là, j'ai besoin de, même si c'est 10 000 francs de carburant, juste mettre ça dans le véhicule et venir faire le rang. Le gérant m'a dit, il n'y a pas de problème. Dès que ça commence, tu donnes, ils vont te mettre ça. Le commissaire vient, il dit non, l'État a pris un décret et qu'on ne met pas ça dans les récipients. J'ai dit, mais moi je suis de la presse, j'ai ma carte de presse. C'est juste dépanner mon véhicule pour venir. Je ne demande même pas 20 litres. Il me dit non, c'est interdit, on ne le ferait pas, même pour les groupes, allez-y chercher l'autorisation. J'ai dit au gérant, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je suis venu, j'étais obligé de purger le carburant qui était dans ma moto pour mettre ça dans le véhicule et pour atteindre le rang. Et à ma surprise, j'arrive, ce même commissaire qui dit aujourd'hui de ne pas mettre le carburant, lui, il a pris à peu près 40 litres, son agent, 40 litres dans les bidons et ils ont amené. Et ces mêmes policiers qui étaient là pour maintenir l'ordre sont en train de prendre dans des bidons. Ça veut dire que la décision n'est pas respectée aussi quelque part. Non, c'est pas respecté. Moi, c'est ce que j'ai dit. Un responsable ne peut pas me dire, moi, on ne peut pas te mettre peut-être dans un GG4 et lui et son agent ont 80 litres par bidon. Et là, j'étais dans tous mes états parce que je suis même trouvé, j'étais en train de mettre effectivement. Et ce qu'ils me disent, j'ai dit aux policiers qui étaient là, qui prenaient les autorisations, j'ai dit, bon, voilà mon autorisation pour le carburant, comme vous m'avez dit d'aller le chercher, je suis venu avec, mais les bidons que vous êtes en train de remplir, ça appartient à qui? Ils me disent que non, son nom du gérant. J'ai dit, je suis sûr et certain que le gérant ne va jamais vous dire de mettre ça dans les bidons. Je suis allé chercher le gérant, j'ai dit, je suis en train de remplir les bidons à votre nom. Effectivement, quand le gérant est venu, il dit, mais depuis quand je vous ai dit de mettre de l'essence à mon nom? Donc vous voyez ce genre de trucs. Donc c'est tout ça qui accentue. Je pense qu'aujourd'hui, l'État peut revoir la situation. Effectivement, ça commence à s'améliorer. C'est-à-dire les fils, ça continue, mais quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la solution, le Malien a le génie de s'adapter, comme je l'ai dit. Il y a d'autres qui prennent encore, qui partent vider et qui reviennent encore. Donc ça va continuer. Mais je pense qu'il faut qu'ils revoient cette affaire de récipients, même si, comme je l'ai dit, pour certains, les récipients, il faut que ça soit justifié. À défaut de ne pas avoir l'autorisation, il faut que la personne ait un justificatif qui montre que ce qu'il dit, ça convient, ça va corroborer avec ce qu'il fait. Donc, ce qui fait que vraiment, ça va vraiment alléger la situation. D'accord, Moussa, merci beaucoup. Voilà, vous avez été sur le terrain, vous avez nous donné une situation que pas mal de Maliens connaissent déjà. C'est pas nouveau, mais on est quand même un peu outré de savoir que ça perdure toujours. Monsieur Traoré, par rapport à cette pénurie de carburant, votre analyse, votre constat, c'est sûr que vous rejoignez un petit peu ce que Moussa vient de dire. Mais aujourd'hui, en tant qu'économiste, parce qu'on va parler de cela par la suite, mais comment aujourd'hui sortir assez rapidement de cette situation de crise? Merci Fadima, merci M. Moussa. Je pense que il a quand même dépeint la situation que vit effectivement tout le pays par rapport effectivement à cette crise-là.
présentement où je suis arrivé, c'est ça mon chauffeur, parce que j'ai demandé à mon chauffeur d'aller faire la queue depuis le matin, donc avec un autre véhicule, donc et je suis obligé parce que personnellement, les dimanches, je dois me rendre dans mon champ qui est un peu vers la frontière. Donc, si je n'ai pas de carburant, je ne pourrais pas m'y rendre là-bas. Donc, je suis obligé. Donc, tout le monde vit la situation. Le problème est complexe. Mais tout d'abord, moi, je tiens à saluer effectivement nos forces de sécurité et également les transporteurs, les chauffeurs. Parce qu'il n'est pas évident lorsque vous savez que en conduisant simplement, en faisant votre métier, et que vous pouvez être victime effectivement d'une attaque. Donc vraiment, si on se met à la place de ces chauffeurs, on verra quand même ce que ça coûte. Donc il faut saluer effectivement le courage, l'engagement effectivement de cette catégorie socio-professionnelle qui fait beaucoup d'efforts pour quand même satisfaire les besoins des Maliens. Bon, je peux dire que les militaires, c'est leur fonction, donc c'est leur rôle. Bon, donc on doit les saluer, mais pas autant qu'effectivement les chauffeurs. Ceci étant, je pense qu'il faut que l'État soit beaucoup plus ferme dans ses décisions. Parce que dans ce cas précis, vous avez pris des décisions. Il y a des cas de flagrance. Vous prenez des gens sur le fait. Il faut les juger devant tout le monde. Donc, pour servir de leçon. Parce que, qu'est-ce qui empêcherait un État souverain, un État responsable, ayant pris une décision, lorsque vous constatez effectivement, parce que vous allez voir que dans les stations, je vois des jeunes gens, et même cette fois-ci, des jeunes dames avec des bidons. Donc, on sent nettement qu'ils sont là pour prendre le carburant et pour le revendre aussitôt. Comme il a dit, je constate, j'ai vu effectivement des jeunes dames vers le cimetière qui ont des bidons remplis de 20 litres qui sont en train de vendre aux passants. Donc, normalement, c'est le cas de comme on le dit juridiquement, c'est flagrant. Qu'est-ce qui empêcherait l'État, pour éviter cela, de les faire juger aussitôt à la télé que les gens voient? Ils sont condamnés à 1 mois, 2 mois, 3 mois d'emprisonnement ferme. Ça va dissuader effectivement l'éventuel candidat à cet acte ignoble. Moi, je pense qu'en tant qu'économiste, c'est la rareté qui crée la charité. Comme il a dit, les autorités doivent avoir les statistiques. Quelle est la consommation, la quantité de carburant dont ont besoin effectivement les consommateurs maliens? Il ne suffit pas de dire que nous avons 300 citernes, 400 citernes, mais quelle est la quantité de carburant dont on a besoin? Et je vais plus loin. Et je fais cette observation à une autorité, même à un ministre au cours effectivement d'un entretien. Moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays sans littoral, qui n'a pas d'accès à la mer, qui ne puisse pas avoir un stock de sécurité connu et garanti. Nous avons une structure qu'on appelle ici ONP, mais ONAP, qui doit en principe, je ne dis pas que c'est le fait des pouvoirs actuels, mais on devrait avoir un stock de sécurité qui permet de couvrir ne serait-ce que 1 mois, 2 mois, 3 mois de besoins d'importation. C'est ce qui met le pays à l'abri des besoins. Et là, ça doit être pratiquement dans toutes les régions du Mali. Et si je fais un peu de parallèle avec la monnaie, toute la politique, toute cette gymnastique que font effectivement les autorités monétaires, c'est pour avoir des quantités, c'est-à-dire une certaine quantité de réserves en devises qui permet à nos États de couvrir nos besoins d'importation un minimum de 3 mois, de 6 mois. C'est seulement à ce moment que nous serons en sécurité. Donc c'est la politique même, effectivement, monétaire qui conditionne que nos autorités monétaires
font de telle manière que nous ayons des réserves en devises qui nous permettent, dans le cadre de l'IMOA, d'importer, même si on ne travaille plus, nous avons des réserves qui nous permettent d'importer nos besoins courants pendant 6 mois. Le carburant, c'est une denrée qu'on consomme tous les jours. Si vous n'avez pas de réserves, alors là, nous allons connaître ces situations pareilles. Donc, pour éviter encore cela, parce que nous sommes dans le feu de l'action, je pense qu'il est bon actuellement d'organiser un peu mieux les forces de l'ordre sont là. Toutes ces jeunes dents, toutes ces bonnes dents qui soient avec des bidons. Il faut insister. La loi doit être quand même appliquée dans sa rigueur. On ne sert pas dans je le bidon. dirais même des forces de l'ordre en civil, par exemple, au niveau des points des stations pour voir ce trafic-là. Vous voyez. Donc, et je vous avoue que hier soir encore, dans les environs de vers 18h, j'ai vu sur la route de Samaya des tricycles remplis, plus de 3 ou 4, avec des bidons de 20 litres. Je ne sais pas où ils s'en vont. Et pourtant, il y a des forces de l'ordre, des forces de police qui sont sur la voie et personne ne s'en inquiète. Voilà. Donc, je pense que, qu'on le veut ou pas, il y a certaines populations, certains Maliens, certains de nos concitoyens pensent que c'est l'occasion de s'enrichir. Ils se comporteront toujours de la sorte. D'accord. Dans nos propres pays, moi-même, j'ai eu à décourager certains, mais malheureusement, et même certains amis qui font de la spéculation. La nature humaine étant ce qu'elle est, je pense que c'est les autorités qui doivent prendre des décisions et pour quand même punir ces gens-là. Voilà. Merci beaucoup, M. Traoré. Moussa, quand même, vous avez bien souligné certains aspects, mais cette pénurie était prévisible parce qu'il y a des journalistes qui ont travaillé là-dessus, et notamment pendant l'embargo. L'embargo de la CEDEAO devait être le point d'alerte par rapport à cette prévention de crise qui, un jour au Mali, devait y arriver quand même. Parce que, comme M. Traoré vient de le dire, et ça on le sait depuis, c'est que le Mali a un problème de stock de sécurité. Est-ce qu'on peut parler de négligence même quelque part ici bon, vous savez, Fadima, comme le doyen vient de dire, nous n'allons pas imputer peut-être cette situation aux autorités actuelles. C'est depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, normalement. L'embargo, c'était pendant cette période de transition. Non, j'ai dit depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Mali n'a jamais eu cette stock de sécurité comme il a dit. Normalement, le pays, comme il a dit, un pays qui n'a pas de débouché sur la mer, devait quand même avoir un stock minimum, même une année, nous pouvons le dire. Mais l'embargo, comme vous l'avez dit, a été déclenché et je pense que ils ont travaillé là-dessus, mais je me demande pourquoi le projet n'a pas été porté. Je reviens encore, vous vous rappelez, une fois après l'embargo, parce que c'est lors d'un séminaire gouvernemental, c'était lors d'une rencontre, le Premier ministre sortant, l'ex-Premier ministre sortant actuel, Choguel Kokala Maïga, l'avait dit, il y a des experts même qui ont travaillé sur le dossier pour avoir des stocks de sécurité. Parce qu'ils disent qu'après l'embargo de la CEDEAO, ils ont compris qu'il y avait beaucoup de failles et que le Mali n'avait même pas de stocks de sécurité qui pouvaient tenir quand même la population. Donc, et qu'ils ont mis des experts pour travailler, étudier là-dessus pour que nous puissions avoir un stock de sécurité qui va aller quand même minimum 6 mois. Et le travail a été fait par des experts, le document a été maintenant. Est-ce que ce document aussi a été mis dans les tiroirs comme les autres? Parce que comme nous avons l'habitude de le voir au Mali, généralement quand un groupe parle, généralement tout ce qu'ils ont fait, généralement c'est rare de les appliquer. Le nouveau qui vient avec des nouvelles idées. Maintenant, est-ce que ce stock-là, le travail qui a été fait, pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre? Ça, on se demande. Maintenant, vu cette situation, je pense que maintenant, ils ont quand même peut-être cette conscience-là de voir maintenant comment créer ce stock de sécurité-là pour que nous puissions tenir. Le doyen l'a dit. Comme j'ai dit, Fadima, cette crise-là, nous serons la relever tant que la spéculation qui se fait autour du carburant ne cesse. Parce qu'il a dit, aujourd'hui, nous avons vu, moi je t'ai dit, j'ai vu plusieurs stations où les bonnes dames ne faisaient même pas les rangs. C'est-à-dire, quand les dames venaient, on leur dit non, laissez, ce sont les dames passer. Mais cette faveur-là aussi, les dames l'ont transformée encore en gain. Ils viennent, ils prennent ta moto, ils partent parce qu'ils ne font pas le rang, ils font le plainte, ils leur donnent 1000 francs.
Donc les gens ont compris tout ça. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a cessé. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui vendent de carburant aussi, pour moi, les détails et trucs, est-ce que l'État ne doit pas faire l'état du lieu par rapport à tout ça, voir ceux qui sont des revendeurs agréés, essayer de leur donner quand même un document qui leur permet de vendre du carburant. Maintenant, à part ces personnes-là, celui qui sera pris, comme il a dit, il faut avoir des sanctions, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un business où parfois, c'est en complicité avec des gens à l'interne. Et parfois, peut-être, ce sont des gens à l'interne même qui prennent du carburant et qui donnent à leurs frères ou à leurs sœurs d'aller revendre ça encore plus cher. Parce que c'est devenu un business. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, primo, il faut que l'État cherche quand même à pouvoir avoir ces stocks-là. Parce que ce n'est pas ces stocks seulement. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est le carburant. L'embargo, c'est sur le carburant. Et après l'embargo de la CEDEAO, je pense qu'on devait avoir quand même, l'État devait réfléchir sur plusieurs aspects, essayer de voir sur plusieurs aspects où vraiment nous dépendons de l'extérieur ou bien nous dépendons de l'exportation pour avoir des stocks qui peuvent minimum nous tenir pendant une année. Non, je tiens à le dire ici, pendant l'embargo, les produits pétroliers n'étaient pas concernés. Bien sûr. Mais des experts se sont penchés sur la question en se demandant si jamais les produits pétroliers étaient concernés, comment on allait faire. Oui, parce que les experts se sont inspirés de l'embargo de 2012. Exactement. Parce qu'en 2012, nous avons vu ce qui s'est passé. Donc, mais cette fois-ci, l'embargo, comme vous l'avez dit, les produits pétroliers, les produits pharmaceutiques et les dernières nécessités n'ont pas été inclus. Donc, c'est ça. Mais quand vous voyez le cas du Niger, mais c'est ce qui était arrivé. C'était un embargo total, même sur les médicaments. Donc, il y a tout ça. Je pense qu'ils se sont inspirés quand même du coup d'État de 2012, qu'ils ont vu vraiment il y a eu des failles. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas concerné. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est pour cela que j'ai dit les experts ont travaillé sur le dossier. Je pense que le dossier même est fini. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été appliqué. C'est ce que je dis. Donc maintenant, c'est à l'État de voir maintenant, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire réellement, concrètement, tout de suite, pour que les gens puissent vaguer vraiment à leurs occupations. Et puis maintenant, voir, parce que l'escorte quand même des hydrocarbures, c'est très lent parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et parfois, c'est très complexe. Comme il a dit, les chauffeurs qui risquent leur vie, non seulement parce que je conduis seulement une citerne pour l'amener à destination, peuvent être victimes. Et maintenant aussi, je demande une autre faveur au gouvernement aussi. C'est vrai, il a dit, nous sommes en train de prendre des gens qui sont dans la circulation. Parce que la fois dernière, nous avons vu dans le JT de l'ORTM, il y a beaucoup de gens qui ont été saisis. Il y a des gérants de pompistes, il y a des pompistes eux-mêmes, il y a des chauffeurs. Mais à la matière, puisqu'on parle que l'enquête est en cours, il est dit, toujours quand il y a la présomption d'innocence, il ne faut pas montrer les visages des personnes. Parce que c'est ça le dommage. Les gens sont pris, l'enquête n'est même pas encore terminée et les caméras sont braquées sur ces gens-là à visage découvert, mais ils ont des familles. Et si ça trouve qu'ils ne sont pas impliqués. On va pas en faire ce débat. On sait très bien qu'il y a eu quand même quelques erreurs parce qu'il y a des chauffeurs qui sont sortis pour défendre la cause non, c'est ce que je dis. Donc, c'est ce que je dis. Donc, en termes de crise, il faut essayer de gérer pour que on n'ajoute pas l'huile sur le feu. Parce que si aujourd'hui les chauffeurs aussi, par rapport à cette situation, disent, bon, d'ailleurs, nous partons en grève, qu'est-ce que nous allons faire? Donc je pense qu'il y a plusieurs aspects à gérer dans cette situation. Il faut que l'État quand même arrive à prendre en main vraiment cette situation de distribution. Ceux qui sont même au niveau des points de vente qui représentent l'État, il faut que ces gens arrivent à faire l'effort pour ne pas eux-mêmes violer, pour eux-mêmes ne pas violer vraiment les lois que l'État elle-même a mises sur place. Prises. En tout cas, c'est une situation très, très, très sensible. Vraiment, il faut sanctionner s'il le faut, carrément. Et puis, éventuellement, on a évoqué ici de mettre en place des agents de sécurité en civil au niveau des stations pour pouvoir voir tout ça. Mais bon, ça, c'est un gros sujet. Je pense que on essaiera d'avoir des solutions favorables par rapport à cette crise dans les jours à venir. On espère bien, en tout cas, pour Fadima, avant de clore effectivement ce chapitre-là, moi, je voudrais quand même, vous savez, faire une proposition. Vous savez, le secteur énergétique est un secteur stratégique. Et dans notre pays également, comme le produit le plus important, le produit d'exportation, ça c'est le coton. Vous savez que les intrants également, c'est stratégique. Donc c'est ce qui fait que lorsque ces secteurs-là ont des problèmes, ça se fait ressentir sur toute l'économie. Et la stabilité du pays même en dépend. Et moi je pense que
c'est une erreur. En tant qu'économiste, je pense que c'est une erreur que de libéraliser ce secteur-là totalement. Je crois que cette situation doit quand même amener nos autorités à revoir la gestion effectivement du secteur énergétique et du secteur des intrants. C'est-à-dire qu'on ne doit pas libéraliser totalement les intrants, qu'on laisse le choix au privé de pouvoir quand même importer toutes sortes d'intrants et qui va plutôt affecter même nos récoltes. Nous avons vu il y a de cela une année, donc vous avez vu la valse effectivement des DG au niveau de la CMDT, donc le problème d'intrants. Et c'est un secteur que je connais parce que j'étais quand même au niveau de la BCAO, en quelque sorte le suivi des stocks au niveau effectivement de tout ce qu'on considère culture de coton Mali Sud. Donc je me suis penché sur la question. Pratiquement j'étais un spécialiste dans la sous-région. Donc il est c'est des secteurs très sensibles. Moi je pense que c'est une occasion pour l'État de prendre ça en charge, pas totalement libéraliser. Et le secteur énergétique, laisser ça à la merci effectivement des privés. Vous savez qu'un seul opérateur économique, sa défaillance peut affecter tous les secteurs. Moi, je suis sur le plateau, mais je vous assure que je suis en même temps conseiller du président d'un grand groupe pétrolier au Mali. Donc, je suis des réunions avec les pétroliers. Je sais comment ça se passe. Bon, donc, une certaine catégorie et le monopole quelque part de l'hydrocarbure et qui a affecté même le système bancaire. Donc je pense qu'il est très dangereux dans un pays sans littoral et qui n'a pas de raffinerie, qui n'a pas de pétrole, que de confier ça uniquement à des privés. Exactement. Sinon, sur ce point, je vais sortir avec ça par rapport à vos propositions. Moi, je pensais qu'il y a une agence même au Mali qui a été créée, qui est l'ANADEP, qui est quand même dans le cadre des géotrophages, je crois, qui produit du carburant. Et ce projet a été porté. Moi, j'ai eu la chance quand même de faire de sillonner plusieurs villages qui aujourd'hui qui fonctionnent à travers les géotrophages. Ils les cultivent, il y a des gens qui les récoltent, ils les transforment en carburant. Mais pourquoi pas, et puis ces géotrophages, ça pousse tellement, c'est naturel, pourquoi pas ne pas essayer ces pistes-là, puisque nous avons des structures par rapport à des structures qui s'occupent de ces questions-là. Relancer le projet, essayer d'envoyer les paysans vers la plantation de ces géotrophages-là pour que l'État puisse les acquérir et les raffiner. Je pense que si on arrive à faire ça, ça va encore plus diminuer encore l'exportation du carburant. Excusez-moi, vous savez, c'est un très bon projet, j'ai suivi ça. Mais c'est toujours effectivement la mafia du pétrole. Et avec la complicité des autorités à l'époque qui s'opposent à tout cela. Parce que le marché des carburants est un gros marché, un gros business pour l'ensemble de ces gens-là. Ça fait des milliards et des milliards. Vous comprenez? Donc, ils ne veulent pas qu'on laisse effectivement leur marché parce que le fait de développer ces produits-là, ça va quand même renchérir un peu leur secteur. Sinon, ce que vous voyez, vous savez que déjà les stocks de sécurité dont on parle, les autorités se sont penchées sur ça. Et il y a certains qui s'étaient même lancés à faire effectivement des stocks de sécurité. Mais c'est toujours effectivement ce groupuscule de pétroliers-là se sont quand même coalisés avec certains dirigeants pour boycotter effectivement ce projet-là. Et donc, il y a pourtant des gens qui avaient beaucoup d'argent. Je ne vais pas citer des noms autour de cette table-là, mais vous connaissez certains Maliens donc, à qui on a confié effectivement les projets avec la complicité de certaines autorités à l'époque, et c'est ce qui fait que les choses n'ont pas marché. D'accord. Voilà. Monsieur Traoré, le stand risque de nous faire défaut, hein, Moussa aussi, parce qu'on doit aller à notre troisième sujet. Il s'agit de l'économie, voilà, par rapport à cette crise énergétique combinée à la crise du carburant, l'impact sur l'économie, on sait que l'impact aujourd'hui, elle est énorme. On a un économiste sur ce plateau qui nous en dira plus. Monsieur Traoré, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci Fadima. Bon, vous savez que vous avez suivi hier à la télé, il y a eu ce qu'on appelle le Comité national des crédits, donc au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest,
présidé par le ministre de l'économie et des finances. Donc, parce que c'est un comité national dans chaque pays où effectivement le secteur privé est représenté, l'administration, le ministère des Finances qui préside, la Banque centrale et les autres. Donc, ils donnent les chiffres officiels. Officiellement, effectivement, nos indicateurs sont au vert, officiellement. Vous savez qu'ils ont donné un taux de croissance du PIB de 6%, avec un taux d'inflation de 2%. Donc, avec ne serait-ce que le déficit budgétaire qui n'atteint pas 5% du PIB, ça veut dire que les indicateurs sont au vert. Bon, les chiffres sont un, mais la réalité également c'est autre chose. Mais nous savons que dans la réalité, il y a quand même des difficultés. Et les Maliens vivent dans la difficulté, donc dans la précarité. Bon, donc ce que je peux dire en tant qu'économiste, je ne peux que m'en tenir aux chiffres officiels donnés par les autorités, par la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances. Mais ceci étant, vous savez que le renchèrement du coût de la vie, quand même, est dû effectivement au prix des denrées de première nécessité. Parce qu'ils ont quand même constaté effectivement qu'il y a une ne serait-ce que augmentation du prix des denrées de première nécessité, c'est-à-dire le sucre, le lait, le riz, les mil et autres choses. Bon, donc ça se comprend. Nous sommes également dans une période de soudure. Vous savez qu'actuellement, du mois de septembre jusqu'au novembre, donc les récoltes ne sont pas encore, on n'a pas récolté les produits d'abord. Il se trouve que ce qui était en stock est quand même pratiquement épuisé. C'est ce qui fait que même le paysan, en cette période, la période de soudure, est obligé de vendre même sa semence et même vendre le blé du labour et autres là. Donc, même au niveau national, les recettes d'exportation du coton ne sont pas encore rentrées. Donc, il y a une rareté des denrées. Vous allez voir que même au niveau des banques, vous avez des difficultés. Toute personne qui va actuellement dans les banques demander un crédit, vous avez des difficultés d'accéder au crédit. Parce que les banques n'en ont pas également. Les banques sont confrontées à une tension de trésorerie énorme. Donc, moi-même, je participe au conseil d'administration d'une banque. Je connais la situation. Je sais que nos banques sont confrontées à ce problème de difficultés de trésorerie. Donc, ce que nous vivons actuellement n'est pas réduisant. Mais comme nous sommes dans une économie cyclique, je pense que attendons vers mi-juin, mi-novembre et début décembre, je pense que la situation, avec ce que les autorités ont donné comme indicateur, la situation va se quand même renverser. C'est ce que je pense. D'accord, merci beaucoup. Je vais laisser mon confrère poser des questions parce que je pense que pour l'instant, j'ai eu un aperçu, mais je vais venir après. Oui, Moussa. Oui, non, bon, moi je me demande parfois... Ou peut-être une intervention. Oui, non, je me demande parfois, comme le doyen vient de dire, la question économique, parce que telle qu'elle est aujourd'hui, nous savons que le pays économiquement, ça ne va pas. Parce que des fois, nous avons tendance à voir nos dirigeants donner des chiffres, mais sur le terrain, comme il a dit, le constat, des fois tu te demandes, est-ce que les autorités sont dans le même pays que nous? Parce qu'aujourd'hui, au Mali, quand vous prenez le secteur énergétique, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, rien ne marche parce qu'avec les coupures du terrain, d'électricité, beaucoup d'usines ont du mal à démarrer. Venir s'ajouter encore avec ces problèmes de carburant, où les usines n'arrivent pas à fonctionner à 100%. Bon, je me demande le verre là, je me pose beaucoup de questions en fait. Au moment où le Malien peine à avoir même le prix de condiment, si on dit l'économie quand même aujourd'hui est au vert, nous... On se pose la question, bon, sur quoi il se base pour donner ces chiffres-là? Exactement. Nous, c'est ça nous demandons. Parce qu'aujourd'hui, puisque les investisseurs ne viennent plus, nous sommes coupés du reste du monde, bon, on se demande avec ce prêt financier sur le marché, à chaque fois, on se demande sur quoi il se base réellement pour... Monsieur Traoré, peut-être vous avez une réponse. Oui, bon. Simplement, je ne suis pas un peu d'accord avec lui en disant que les investisseurs ne viennent pas.
Très peu. Vous avez Non, très peu. Non, d'accord. Sinon, vous avez sans doute vu que la BNDA vient de signer avec SFI un prêt portant sur des centaines de milliards. Donc là, c'est très important. Et vous avez vu qu'également à Morila, avec on vient de, avec l'usine de reprendre avec les Américains. Et donc là, c'est déjà quelque chose. Bon, donc par rapport, parce que quand on fait une étude comparative par rapport à la période de l'année précédente, il n'y a pas eu plus d'investissement l'année dernière que cette année. Ce que nous pouvons dire, depuis quelques années, le Mali quand même est sévré effectivement de l'appui budgétaire extérieur. C'était quoi? C'était qu'effectivement, dans notre processus budgétaire, nous avons quand même des appuis extérieurs, notamment effectivement avec des partenaires bilatéraux tels que la France, l'Union européenne, et également avec le Fonds monétaire. Bon. Mais maintenant, ces appuis-là, du fait politique, depuis 2022, on a appelé effectivement ces aides budgétaires-là. Mais le ministre l'a dit hier, il était à l'Assemblée annuelle du Fonds, avec la reprise effectivement de pourparlers avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Vous avez vu qu'ils ont prévu quand même des enveloppes assez importantes qui seront injectées bientôt dans l'économie malienne. Donc, il y a une reprise timide effectivement de la coopération avec ces institutions internationales. Mais il y a cette question-là qui se pose, les promesses, oui, parce que nous avons toujours eu des promesses, parce que vous savez, comme vous l'avez, ces institutions financières aussi, des fois, quand ils injectent les fonds, c'est adossé à des conditions. Et à un moment, le ministre des Finances avait même promis qu'il y avait des fonds qui seront injectés dans la question énergétique, et après, ça a causé des problèmes, parce que c'était adossé à des conditions. Voilà, c'était adossé à des conditions où nous parlons aujourd'hui de souveraineté, voilà, tout ça. Est-ce que ces promesses-là, nous pensons que ces gens-là aussi vont injecter ces fonds-là sans encore pouvoir adosser sans avoir une contrepartie. C'est ça le problème. Ce n'est pas avantageux pour le Mali même d'ailleurs. Voilà. Bon, vous savez, il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle les investissements et les appuis budgétaires. Et très généralement, tout ce qui vient du Fonds monétaire international, ce n'est pas dans le cadre des investissements. C'est uniquement des appuis budgétaires pour peut-être essayer de permettre à l'État de venir, pour permettre effectivement à l'État, certains opérateurs économiques, d'importer sous forme de subvention. C'est-à-dire que les produits soient accessibles effectivement aux populations. Donc, vous avez sans doute vu que les partants volontaires à la retraite, qui depuis plus de 15 ans, donc on vient de dire qu'ils seront quand même dédommagés. Donc ça porte sur des dizaines de milliards. Donc tout ça, c'est avec des pourparlers avec ces institutions de Bretton Woods là. Donc, et là, ça, quand on parle déjà, ce qui veut dire que c'est des choses qui sont déjà actées. Hein. Donc ça veut dire que les fonds sont disponibles, ils ont déjà signé. Il y a les modalités, les conditionnalités de décaissement, si vous voyez. Donc, actuellement, l'État est en tension de trésorerie, ça c'est clair. Voilà. Et c'est ce qui fait que l'État même passe par des systèmes pour pouvoir amener certaines institutions, telles que le système bancaire et certaines grosses entreprises, à prendre en charge certaines dépenses qui revenaient à l'État. Donc, vous voyez. Mais moi, je pense que, ça c'est mon point de vue, hein. Il n'y a pas période en demeure parce qu'on a connu pire. Je me dis que cette période actuellement, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans une économie cyclique. Voilà. Donc, il y va de soi. Bon, mais c'est ce qui fait que l'arbitrage qui est fait par les autorités pour le financement, effectivement, des dépenses courantes et peut-être les dépenses de sécurité, c'est peut-être à ce niveau. Peut-être qu'il faut voir, peut-être qu'ils ont mis la balance un peu en faveur des dépenses de sécurité qui affectent un peu les dépenses courantes. Mais je crois qu'ils s'en sont rendus compte, effectivement, et qu'ils sont en train de trouver des solutions pour corriger au plus vite. Est-ce que c'est pas ça qui a amené les autorités à être beaucoup plus, je dirais, souples avec ces institutions-là
pour pouvoir avoir effectivement, ne serait-ce qu'une masse de financement en vue de faire face aux besoins courants de l'État. Merci beaucoup, M. Traoré. Juste une dernière question. Vraiment, on va revenir au panier de la ménagère parce que c'est ça qui régit un petit peu tous les citoyens, les populations maliennes. Bien vrai que les indicateurs sont au vert, mais le constat est tel au niveau du panier de la ménagère quand même, où il y a augmentation même sur le prix de la tomate. Ça se réduit au prix de la tomate, au prix de l'oignon, le pain aujourd'hui, des boulangeries qui ne fonctionnent même pas. Qui dit crise du carburant dit forcément crise d'approvisionnement sur tous les secteurs. Donc, comment expliquez-vous cela quand même? Bien vrai que vous aussi, vous faites état et constat des chiffres. Comment comprendre cela pour le simple citoyen malien? Et ça va être la dernière question. D'accord. Merci Fadima. Vous savez, je suis à même de pouvoir faire une étude comparative dès lors que j'ai les pieds dans les 3 pays. En ce sens que ma voiture vient de rentrer d'Abidjan il y a 2 jours seulement. Parce que j'ai une famille en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, comme quoi je paye la popote tous les jours, l'électricité et tout ça. Et j'ai une autre famille au Sénégal, en tant que polygame, et une famille au Mali ici. Mais je vous assure que en Côte d'Ivoire, le panier de la ménagère est beaucoup plus cher. Parce que j'ai été obligé de revoir même à la hausse. Les tomates dont vous parlez ici, l'électricité, les pommes de terre et autres là, coûtent beaucoup plus cher à Abidjan qu'à Bamako. Oui, mais on peut l'accepter du moment que l'économie quand même fonctionne. Oui. Et que tout le monde arrive à trouver cette tomate chère à acheter. Même prix comparatif, les tomates, les oignons, nous la cultivons ici. Oui, mais vous savez, parce que, je vais vous dire une chose. On parle effectivement, parce que du coût de la vie. Vous voyez? Et nous sommes tous dans une même... C'est un pays aussi où le SMIC est bien plus élevé que le Mali. Les salaires sont les aussi fonctionnaires bien sont plus combien élevés. par rapport effectivement à la population? Le coût de la vie aussi est bien plus élevé. Aussi. Voilà. Les fonctionnaires sont de combien par rapport à la population? Ceux qui sont salariés. Mais ça, je vous assure que quand vous prenez même les loyers en Côte d'Ivoire, en dépit effectivement du fait que l'estime est assez important par rapport à Chine, au Mali. Moi, il m'est donné, je pense, en part des commodités où nous avons quand même certaines difficultés d'accéder de façon régulière à l'électricité ou à l'eau potable, mais je vous assure que le renchèrement du coût de la vie est beaucoup plus, on ressent beaucoup plus en Côte d'Ivoire, au Sénégal qu'au Mali ici. Je peux faire une étude comparative. Vous voyez, vous allez me dire, parce que moi je me dis que c'est la même personne que je suis qui peut partir de la classe moyenne. Bon, mais si on se... La réalité des choses, en fait, c'est ça. Vous voyez? Donc, je pense que quelque part, économiquement, il est même impensable. Parce que je me dis que comment est-ce que les tomates, ceux dont on parle, les condiments, les paniers de la ménagère, est beaucoup plus élevé en Côte d'Ivoire, au Sénégal qu'au Mali. Et là, je ne me comprends pas. Il y a certains qui disent que oui, ça se comprend. Pourquoi? Parce que le niveau de vie au Sénégal et en Côte d'Ivoire, avec les SMIC et les salaires, sont beaucoup plus importants. Je dis oui, mais vous parlez effectivement aussi des salariés. Combien ils représentent par rapport à la population? Mais il se trouve que je peux vous dire, et là c'est ma conviction profonde, personne ne peut enlever ça de ma tête. Je vous assure que il est beaucoup plus, en dehors du fait que, par exemple, le cadre même de vie du Mali n'est pas comparable à celui de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Pourquoi? Parce que moi je me dis quelque part, si je prends ma voiture, quelle que soit la commodité de ma voiture, si je vais ici à Kabbalah, avant d'arriver là-bas, avec l'étroitesse de la route,
avec toutes ces motos, avec certaines arrogances et tout, je ne suis pas à l'aise. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont des routes assez larges, les comportements des gens et choses. Donc je me sens beaucoup mieux là-bas. Pourquoi de vue tout simplement compte tenu du cadre de vie, parce qu'il y a les infrastructures autres. Mais quand il s'agit de comparer par rapport effectivement au panier de la ménagère, on dépense plus dans ces pays qu'au Mali ici. Ça, je peux vous le confirmer. D'accord, merci beaucoup, M. Traoré. On a eu Mais moi, je voulais juste le temps. Oui, juste une question par rapport à... Dernière question par rapport même à l'économie. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je me demande qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, par rapport aux deux mines là, de lithium, puisque c'est Darera qui constitue aujourd'hui à faire les batteries, même les téléphones et trucs. Et pourquoi l'État n'essaie pas vraiment de forcer ces investisseurs-là à venir créer l'usine de transformation sur place pour que nous puissions avoir quand même les matières de ces choses-là moins chères? Ça, c'est une bonne chose. Oui. Mais il se trouve que, justement, ça, c'est une très bonne chose. Ça doit être le combat même de nos États, de tous ces pays-là qui disposent des ressources minières. Mais vous savez que, quelque part, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Mais ceux qui viennent investir dans nos usines, c'est eux qui ont des usines là-bas pour la transformation. Donc, c'est comme si vous enlevez la bouche, le pain de leur bouche pour donner ça ici. Donc, ils ne vont pas l'accepter. Sinon, vous savez, nous avons un pays comme la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur de cacao au monde. Depuis combien de temps? Tout le monde sait que le président Alassane est un grand travailleur et qui est un grand visionnaire. Mais malheureusement, il n'est pas parvenu jusque-là à transformer ne serait-ce que même 5% du cacao pour faire la fève du cacao, parce que c'est le chocolat qu'on en fait. Mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que malgré effectivement son audience, les firmes qui sont là-bas, en Suisse, en France, en Hollande, n'accepteront jamais. Et c'est ce qui doit être le combat de l'Afrique. Malheureusement, je pense qu'on n'est pas d'abord en phase de gagner cette bataille-là. C'est ça, véritablement, le problème. Prenez les cas de la raffinerie de Dangote au Nigeria. C'est l'une des plus grandes raffineries au monde. Mais malheureusement, l'usine avait même des difficultés d'avoir les matières premières, à savoir le pétrole brut, pour pouvoir distiller et vendre. Pourquoi? Parce que cette raffinerie fera concurrence à celles qui sont installées en Suisse, aux Pays-Bas, en Suède et autres là. Mais par la suite, il était obligé d'importer du brut. Mais avec le temps maintenant, je crois qu'il est arrivé. Et vous savez que quand il est arrivé quand même à avoir une quantité de brut, avec tous les problèmes, effectivement, d'attaque, effectivement, de ces terroristes-là qui commencent. Et là, tout ça, c'est la guerre du pétrole. Oui. Et vous allez voir dans les mois, dans les années à venir, alors le Nigeria sera dans une situation d'insécurité totale. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Désolé de pouvoir vous interrompre parce que il est l'heure de clôturer ce plateau. Voilà, merci beaucoup téléspectateurs de Mandé TV d'être des nôtres jusqu'à cet instant-là. Voilà, sur ce plateau aujourd'hui, le plaisir est pour moi d'avoir Monsieur Cheikh Fantamadi Traoré, économiste de formation, consultant, gérant associé du cabinet d'audit FIBA Africa Consulting. Monsieur Traoré, merci beaucoup. Merci Fadima, merci de m'avoir invité et de partager le plateau avec mon jeune frère, avec qui j'ai appris beaucoup de choses et ça fait plaisir. Merci beaucoup, M. Traoré. On s'est dit à une prochaine. Moussa Tembine, journaliste chroniqueur à Djoliba TV News. Chers confrères, merci. Merci à vous et surtout encore merci aux douaniers. Comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir d'être à côté de ces voyants cadres-là. Ça nous permet vraiment de comprendre beaucoup de choses par rapport à la gestion du pays, notamment en dehors même des frontières. Ça serait toujours un plaisir d'être à leur école pour apprendre, puisque nous sommes les futurs de ces pays-là. Il faut qu'eux ici nous lèguent un peu les connaissances qu'ils ont de part et d'autre. Et je sors de cette émission
Je l'ai toujours dit, les hommes de l'ombre qui sont là-bas, eux aussi, ce sont nos vaillants militaires. C'est grâce à eux, nos images, nos voix sont entendues, ils ne sont jamais vus. Et tout cet effort-là les revient. Et surtout à vous aussi, je vous ai dit, dans un contexte très difficile, mais vous essayez quand même de maintenir pour pouvoir vraiment satisfaire l'auditoire qui prenne le temps de nous écouter et surtout de nous faire des remarques pour que nous puissions nous améliorer de jour au jour. Merci beaucoup, M. Tembine. Chers téléspectateurs de Mandé TV, merci beaucoup d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin de ce plateau qui décrypte l'actualité de la semaine. Nous saluons la diaspora qui nous regarde par le monde. Nous saluons également, comme Moussa l'a si bien dit, la régie qui assure cet enregistrement et surtout la transmission à vos foyers. Merci beaucoup et allez également sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. On se dit à la prochaine pour l'actualité de la semaine. Au revoir.